de cabinet, les directeurs généraux, les directeurs centraux d'administration, messieurs les responsables des différentes filières qui se sont succédés à cette tribune. Je voudrais d'abord tous vous remercier pour votre présence et surtout pour l'attention toute particulière que vous avez accordée aux présentateurs qui se sont succédés les uns les autres ici. Cela traduit à quel point les sujets qui ont été évoqués vous tiennent à cœur et sont relativement importants pour notre pays. Je dirais d'ailleurs même qu'il nous a fallu trier dans ces filières parce qu'on serait encore là l'après-midi si on voulait les faire passer toutes. On a, pour ce qui concerne les ressources animales et halieutiques, des filières aussi importantes que les filières bétail, bovins, porcins, c'est de vrais sujets. Je dirais surtout quand on connaît actuellement le sujet du prix de la viande sur le marché qui fait l'objet de débats extrêmement importants. On a également des filières extrêmement importantes où je disais que nous sommes parmi les premiers, sinon le premier producteur mondial et pour lesquels je ne prendrai et je ne citerai que la cola. Pratiquement 90% de cette matière première est exportée brute, on n'a aucune transportation, alors qu'on est premier producteur mondial, où donc toute la valeur ajoutée n'est pas sur le pays. Ce que je voudrais dire comme élément de synthèse, d'abord, c'est que le travail qui a été fait par la vision 2030 et donc par le plan de développement, quand on a fini d'écouter tous ces acteurs-là, on se rend bien compte qu'on est au cœur de notre sujet. D'ailleurs, avant d'aller chercher d'autres filières, d'autres thèmes qui sont tout aussi importants, l'économie numérique, la construction, le BTP, enfin, toutes les autres filières et tous les autres secteurs qui pourraient être porteurs de la croissance, on a déjà des secteurs dans lesquels on est acteurs, producteurs, pour lesquels nos populations ont déjà un minimum de culture de production et produisent déjà. Les difficultés qu'on a, elles ont été citées, elles sont transversales. Le premier, ce sont des questions liées à la productivité. Ils continuent de travailler comme si ils faisaient ces champs-là il y a 50 ans en arrière. Donc on a un vrai sujet d'insuffisance de productivité un demi-siècle après qu'on soit dans ces filières. Pendant que le secteur de l'agricole a connu en matière technologique, en termes d'engrais, en termes de technique culturelle, en termes de mécanisation, des progrès inimaginables au cours de ces 50 années auxquels nous n'avons pas profité. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec des générations de jeunes que les parents ont envoyé faire des études et qui ne sont plus capables de pratiquer ces cultures-là avec la même pénibilité que leurs parents, pour obtenir des rendements qui, quel que soit le prix d'achat, ne leur permet pas, au niveau de leur coût de la vie, d'avoir un pouvoir d'achat qui leur permette de mener une vie décente. Donc c'est un vrai sujet. En même temps, d'un gisement de potentiel énorme, parce que quand on prend chacune de ces filières-là, elle représente pour certains pays le cœur même de leur politique de développement et le cœur même de leur allègement de la pauvreté. Quand je ne prends simplement que la Malaisie, tout le monde sait ici aujourd'hui que le palmier à huile est au cœur du développement prodigieux que la Malaisie a connu et continue de l'être. Au moment où la Malaisie ne produisait que 500 000 tonnes, nous on produisait 300 000 tonnes. Aujourd'hui, ils produisent 20 millions de tonnes d'huile, nous on a 500 000 tonnes d'huile. 20 millions de tonnes, on en a 5. Et ils sont ceux qui dictent les prix du marché. Avec l'Indonésie qui produit 40 000 tonnes, mais dans lequel eux-mêmes ils sont actionnaires pratiquement à 50%. Si vous prenez la filière de l'aquaculture dont il parlait tout à l'heure, les premiers centres de recherche
Et les premiers sites aquacoles, ils parlent de 1951. Moi, je vous dis qu'en 1975, le Vietnam était encore en guerre, sortait de guerre. Et qu'aujourd'hui, 35 ans, 40 ans après, ils sont parmi les fournisseurs majeurs aux États-Unis et, je dirais, en Chine, de tilapia et de toutes ces formes-là. C'est 3 000 milliards de dollars. Alors que nous, on est à 3 milliards de dollars, nous, on est à 3 millions de dollars. Qu'on importe la quasi-totalité du tilapia qu'on consomme congelé de l'étranger. Parce que les centres de recherche ont pratiquement arrêté leur recherche. Les alevins, il est pratiquement impossible de trouver des alevins de qualité. Et l'aliment, qui est un élément essentiel dans la production animale, je pense que c'est important d'insister dessus parce que ça dresse le tableau de ceux qui sont dans la volaille, ceux qui sont dans l'aquaculture, mais également ceux qui sont dans le bétail, la viande, etc., diront. Le jour où le Vietnam a décidé que les États-Unis ou l'Asie étaient un marché phénoménal pour l'aquaculture, où ils n'en faisaient pratiquement pas, ni pour eux-mêmes, ni pour l'export, et ils ont bien compris, comme l'Argentine, comme le Brésil, qui ont voulu également être des exportateurs majeurs de ressources animales, après avoir satisfait leurs besoins nationaux, que les ressources halieutiques et animales, c'est d'abord l'agriculture. Parce que 80% du coût de revient de l'animal ou du poisson, c'est la nourriture. Le coût de revient. Et cette nourriture-là, elle est essentiellement à base végétale. Donc si vous n'avez pas une politique de production d'aliments à des coûts compétitifs, vous ne pouvez pas proposer quelque chose sur votre marché qui vous protège, je dirais, de l'importation et qui vous permette même d'exporter. Donc l'exportation, je dirais, ou la fabrication et le développement de ressources animales et halieutiques commence d'abord par l'agriculture. Mais si vous faites une agriculture qui est une agriculture d'exportation de produits de rente, vous ne produisez pas le soja, le maïs, les éléments protéiniques de base qui vous permettent de produire l'aliment nécessaire à avoir effectivement une politique de développement en ressources animales et halieutiques. Vous allez l'importer. Au-delà de ça, on rentre effectivement dans les questions de commercialisation, mais le Ghana à côté, c'est interdit l'importation de tilapia congelé. Je reparle bien sûr dans toutes les théories sur les questions du commerce international, de l'OMC, des accords, mais certainement à des moments précis, il y a des stratégies qui sont mises en œuvre pour que, je dirais, quelque chose, on ait l'éclosion d'un minimum de quelque chose, avant qu'on devienne compétitif. Tout à l'heure, celui qui était dans le secteur des volailles en parlait, mais cette progression prodigieuse vient de la taxe dont il a parlé, qu'on a mis en place, qui permet de protéger notre industrie de la volaille. Si on l'enlevait, du jour au lendemain, on perdait 2/3 de nos emplois et je dirais on serait envahi par un certain nombre de choses. Donc, on a parlé, bien sûr, donc, de la formation, qui est un élément essentiel, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes ont suivi un enseignement général. Ils n'ont pas suivi un enseignement technique et professionnel ou agricole, qui fait que même si on modernisait aujourd'hui l'agriculture, ils ne savent pas monter sur un tracteur. Ils ne savent pas utiliser un drone pour faire l'épandage. Ils ne connaissent pas les nouvelles techniques culturelles, sans lesquelles il est impossible d'avoir une productivité qui nous permette d'avoir des volumes pour couvrir notre marché exporté, ou même simplement pour nous protéger contre la compétition, puisque à un moment donné, elle devient mondiale et il faut être compétitif. La question de la recherche a été ramenée au centre du débat. C'est vrai, on ne peut plus avoir de grands centres de recherche qui sont quelque part. Aujourd'hui, partout où vous allez, où l'agriculture est développée, ainsi que la recherche animale, ce sont des centres de recherche délocalisés.
vous avez des politiques d'encadrement extrêmement fortes. Parce que les populations, pour que vous puissiez avoir cette mutation-là, il ne s'agit pas simplement de leur donner des semences. Il ne s'agit pas simplement de leur donner des tracteurs. Il ne s'agit pas seulement de leur donner des alevins. Il faut qu'ils aient à leur côté des encadreurs. Et dans certains pays, comme on a un directeur d'école, comme on a un centre, un infirmier qui est au centre de santé, on a un agent qui vit dans le village, qui est un encadreur agricole multisectoriel, qui suit chaque paysan dans son champ, ceux qui font de la riziculture, ceux qui font de l'aquaculture, pour être les relais des centres de recherche, des centres appliqués, vis-à-vis des paysans. Parce que si on ne leur apprend pas à utiliser au bon moment ces intrants, si on ne leur apprend pas à utiliser ces équipements-là, ça ne sert à rien. C'est pour ça que de nombreux projets financés par les bailleurs de fonds ont été un échec monumental. Parce que depuis 40 ans, on peut citer dans chacun de ces filières où les gens viennent de passer, des financements de tous les bailleurs qui sont assis ici. Mais à la fin de la journée, on est encore à la place où on est. Donc moi, j'estime que honnêtement, la volonté politique, elle s'exprime d'abord par la mise en place par un État du cadre institutionnel approprié, des opérateurs privés, de l'État, de la création d'un écosystème en termes de formation, en termes d'encadrement, en termes de recherche, et on a des chercheurs et on a des centres de recherche, et en termes de projets pilotes qui permettent de donner le sentiment qu'au-delà des mots, dans les actes, on a avancé. Après, les bailleurs de fonds peuvent venir aider. Je ne crois pas dans des bailleurs de fonds qui vont venir développer le pays en notre place. Ils font des projets. On voit, ils financent les projets, il y a des directeurs de projets, ils prennent le véhicule, ils ont le carburant, tout le monde lutte pour être chef de projet. Parce que dans l'administration, c'est ça qui te différencie des autres. Ton salaire triple, tu as le carburant, tu as une double cabine, et tout le travail qui suit. Tu cherches qui tu vas mettre secrétaire, etc. Et puis, le projet, il est là. Voilà. Le ministre, on lutte, on lui fait pression, parce que chacun veut aller dans le projet. Ce n'est pas in fine ce que ça va apporter à l'État. Ce n'est pas la croissance, effectivement, qu'on recherche. C'est la croissance, mais personnelle. Alors, l'État, le bailleur de fonds met l'argent, l'État met sa contrepartie, mais la cellule, le projet, n'a pas en elle véritablement la foi, la conviction que ce qu'elle fait, elle le fait pour que son pays se développe, elle le fait pour que ses enfants et la génération qui va venir entrent dans une logique de politique durable. Donc, le projet de société du président, qu'on a appelé Côte d'Ivoire solidaire, sa première étape, c'est d'abord une appropriation par les Ivoiriens d'une volonté véritablement d'émerger en changeant un certain nombre d'habitudes de façon structurelle. Ce n'est pas l'économie simplement qui structurellement doit changer, mais nous-mêmes, dans nos mentalités, dans nos habitudes, il y a des changements fondamentaux qu'il faut apporter.